On change d'ambiance, on parle des femmes enceintes, qui parfois on a du mal à les perfuser aussi, hein, Yanis. Du coup, pour comprendre de quoi on parle, je vais vous partager l'histoire de Madame B, que je reçois justement en consultation post-anesthésie, à 2 mois de son accouchement par césarienne. Il faut juste savoir que cette dame avait déjà des sciatalgies au courant de sa grossesse, ces sciatalgies étaient à gauche, et que pendant le travail, elle a développé une hyperalgie au niveau de la fesse gauche qu'on a eu du mal à soulager. Ça a été difficile malgré la pose de 2 péridurales sans problème, consécutives. Au final, ça se termine en césarienne à 7 cm après stagnation et en raison aussi de cette hyperalgésie. Donc, à 2 mois, justement en consultation, 3 choses. D'abord, elle culpabilise de ne pas avoir été assez forte. Une deuxième chose, c'est qu'elle pense qu'elle est résistante à la péridurale et elle voulait avoir un second enfant et du coup, elle n'y pensait plus après cette expérience. Donc après 1 heure de consultation, on lui explique les raisons possibles de son hyperalgésie, l'arsenal anesthésique et analgésique dont on était en possession et qu'on pouvait lui offrir des solutions. Elle était beaucoup plus rassurée, était contente d'avoir cet incident, en tout cas, transmis dans son dossier. Donc comment on a eu l'idée de cette consultation. Régulièrement en garde, on était appelés pour nous entretenir avec des femmes qui avaient des défauts d'analgésie, des mémorisations, une expérience un peu chaotique avec l'anesthésie. C'était très chronophage. Donc c'était la première raison. Ensuite, si on voit plus attentivement toutes ces petites raisons, eh bien, toutes ces situations, elles sont pourvoyeuses de dépression du postpartum, d'anxiété du postpartum et de stress post-traumatique. Il est très important d'en parler parce que récemment, le 7e rapport de l'enquête nationale confidentielle sur la mortalité maternelle est sorti en avril 2024. Et si vous le voyez là, la première cause aujourd'hui, eh bien, en postpartum, c'est le suicide et les pathologies psychiatriques. Si on va un peu plus loin, on apprend que dans 79% des cas, eh bien, cette mort est évitable. Et les experts nous recommandent d'inclure les dames dans des parcours, dans les parturientes, dans des parcours coordonnés avec les psychiatres obstétriciens jusqu'au postpartum, jusqu'à plusieurs mois après le postpartum. Ce sont des femmes qu'il ne faut pas perdre de vue, mais le texte ne nous dit pas où est la place de l'anesthésiste. Alors que, comme on l'a vu précédemment, on peut être un acteur très important dans la prévention et la détection de ces pathologies. Juste avant de continuer, un petit focus sur la dépression du postpartum, juste vous rappeler que c'est extrêmement grave, qu'il y a de graves répercussions aussi bien sur le bien-être maternel que sur le bon développement de l'enfant et le lien entre la mère et l'enfant. Et on le voit bien, 43% des césariennes sous anesthésie générale peuvent être pourvoyeuses de dépression du postpartum, les défauts d'analgésie aussi. Concernant le stress post-traumatique, il est beaucoup moins fréquent, mais on le voit bien, notre anesthésie, nos défauts d'analgésie peuvent faire le lit dans 30% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Et contrairement à ce qu'on croit, eh bien, si on laisse ces symptômes se pérenniser, et dans 6 à 8% à 6 mois du postpartum, on peut encore développer un stress post-traumatique. Donc, peut-on les détecter? Nous, anesthésistes, est-ce qu'on a les moyens de les détecter? Eh bien, oui. C'est pas très clair, mais vous avez ici l'échelle d'Édimbourg, qui est la référence pour la dépression du postpartum. Ce sont des échelles d'auto-évaluation, c'est-à-dire que les femmes vont répondre elles-mêmes aux questions. L'échelle d'Édimbourg se présente sous forme de 10 questions qui sont cotées de 0 à 3. Et lorsque le score est supérieur ou égal à 10, il y a de forts risques de développer une dépression du postpartum. Concernant le stress post-traumatique, nous disposons de l'échelle PCL5 qui se présente ainsi. C'est aussi un questionnaire d'auto-évaluation de 20 questions, qui se présente sous forme de 20 questions qui sont notées de 0 à 4 avec un maximum de 80. Et lorsque le score est supérieur à 33%, eh bien, il y a un grand risque de stress post-traumatique.
Je voulais juste vous partager cette étude qui est très intéressante. En fait, elle s'intéresse aux attentes des femmes concernant la péridurale et l'accouchement et le lien avec les dépressions du postpartum. Les auteurs ont partagé 3 groupes, c'est-à-dire celles qui voulaient la péridurale qui ne l'ont pas reçue, celles qui ne voulaient pas et qui ne l'ont pas reçue, celles qui en voulaient et qui l'ont reçue et que l'analgésie était considérée comme bonne, et celles qui n'en voulaient pas, au final, qui n'ont pas reçu. Eh bien, au final, on voit que les envies ou les désirs contrariés eh bien, sont en lien avec une dépression du postpartum. Et au final, les auteurs nous recommandent à mieux préparer les femmes, surtout les nullipares, aux éventuels défauts d'analgésie avant les accouchements. Donc, il y a de très très nombreuses études, quel que soit le domaine d'études, c'est-à-dire soit les complications à long terme, le stress post-traumatique suite à une mémorisation d'anesthésie générale, la relation entre les expectations maternelles et ce qu'elles ont réellement à l'accouchement, ou les défauts d'analgésie à la césarienne. Tous les experts nous recommandent de faire déjà un petit débriefing rapide en postpartum immédiat et de les revoir à distance pour détecter et prévenir et ensuite les orienter vers des spécialistes. Donc vous l'aurez compris, l'objectif de la consultation, c'est d'avoir du temps avec les patientes, d'avoir un vrai entretien, de permettre de les rassurer, de leur permettre de donner des solutions, de tracer l'événement et d'avoir un feedback nous concernant nos pratiques. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on dit bien? Parce qu'un mot également peut être important pour ces femmes-là dans cette période-là. Et enfin, lorsqu'on détecte ces patientes, eh bien, on peut leur fournir un parcours plus spécialisé, bien sûr qui n'est pas de notre ressort. Sur le plan pratique, cette consultation a été ouverte en décembre 2022, qui a commencé timidement. Avant l'ouverture, il a fallu évidemment qu'on se réunisse déjà nous dans le secteur, qu'on soit tous d'accord, et ensuite d'informer les différents acteurs, gynéco-obstétriciens, sages-femmes particulièrement, et les psychologues. On a élaboré des feuilles de recueil concernant les césariennes sous anesthésie générale, et chaque fois qu'une femme enceinte a une césarienne sous anesthésie générale, soit d'emblée, soit une conversion, eh bien, elle doit remplir les échelles que vous avez vues tout à l'heure, soit l'échelle d'Édimbourg et l'échelle PCL5. Et on les rappelle à un mois si les scores sont supérieurs à 10 pour l'échelle d'Édimbourg et supérieurs à 33 ou égal à 33 pour le PCL5. Alors, à la base, c'était prévu pour avoir deux consultations par mois. Au final, pour des raisons d'organisation, il a été plus simple de la réduire à une fois par mois. La durée de la consultation est elle est longue, elle est 45 minutes, voire 1 heure, parfois plus. Et jusqu'ici, entre les patientes appelées et vues, eh bien, il y en a eu 39. Alors au départ, on l'a appelé consultation post-anesthésie parce qu'au final, on recevait les patientes qui avaient un défaut d'anesthésie ou un problème avec l'anesthésie qu'elles ont eu à Bicêtre. Mais au final, on m'a envoyé une patiente qui était réfractaire à la pose de la péridurale alors qu'elle avait un diabète et que la sage-femme l'encourageait à en avoir une. Elle avait quand même eu sa consultation d'anesthésie, mais elle restait mordicus, elle n'en voulait pas. Du coup, je l'ai eue en consultation. On apprend dans son histoire qu'en 2017, pour des raisons d'exploration étiologique, elle a eu une ponction lombaire sans anesthésie locale. Ça a été difficile et qu'en plus, elle a développé des céphalées post-brèche durmériennes qui n'ont pas été traitées. Donc, au bout de la consultation, on lui explique pourquoi on a des céphalées des céphalées post-brèche durmériennes, qu'est-ce était le blood patch, puisqu'elle n'en avait pas eu et elle ne savait pas qu'il y avait une solution pour les céphalées, et les différentes possibilités pour améliorer, on va dire, la pose de péridurale à ce moment-là. Au final, la péridurale est posée par un senior en une ponction après écho-repérage. Elle est contactée 2 mois après et elle dit avoir été très satisfaite du fait qu'elle ait été vue 2 fois en consultation d'anesthésie et l'autre consultation en plus.
Alors, parce qu'on est exigeant, effectivement, il y a encore des axes d'amélioration. Dorénavant, on aimerait bien proposer aux patientes un questionnaire de satisfaction. Ça permettrait, nous aussi, de voir le véritable impact et de pouvoir effectivement avoir des chiffres, hein, là, parce que je n'en ai pas pour le moment. D'améliorer la coordination avec les psychologues, parce qu'elle est encore un peu discrète pour le moment, et de coordonner cette consultation avec la consultation d'hypnose qui a été ouverte 1 an plus tard, pour leur proposer pour en fait les préparer à un accouchement. On va proposer très bientôt des téléconsultations vidéo, ce qui va permettre aux patientes de mieux s'organiser. Parfois, elles ne viennent pas à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas envie de revenir, elles ont un trop mauvais souvenir pour revenir à l'hôpital, et aussi pour que ça leur permette de mieux s'organiser, puisque c'est un mercredi, et quand on a des enfants, c'est plus difficile. On n'a pas eu de choix sur le jour, malheureusement. Et enfin, c'est pour permettre d'éduquer les patientes et aussi nous tous sur les pathologies psychiatriques, sur le sujet, et le décomplexer. Donc, en conclusion, je vous dirais que la consultation post-anesthésie est nécessaire, aussi bien autant qu'une consultation post-chirurgicale ou une consultation post-natale. Il est important qu'on s'empare du sujet, il faut que les autres spécialités arrêtent de parler de nos gestes, de nos prises en charge, de nos soins, même si ceux-ci sont obligatoire. Cette consultation permet de donner plus de temps à nos patientes et à nous-mêmes pour pouvoir plus sereinement échanger, et généralement cela aide à la meilleure préparation des patients et des patientes et une meilleure adhésion aux prises en charge anesthésiques ultérieures. Au final, indirectement, ça nous permet aussi de détecter et de prévenir les pathologies mentales qui peuvent être graves, particulièrement en postpartum. Et je vous remercie pour votre écoute.